Donc j'ai un double regard hein, sur les affaires dont on va parler, le regard du journaliste. J'étais localier, donc j'ai fait ces quartiers à Lausanne, j'ai senti des choses dans ces quartiers au sujet desquels j'ai écrit, notamment dans un roman dont je vous reparlerai. Donc le double regard à la fois du journaliste et effectivement de l'ancien employé civil, hein, je précise, j'étais civil au sein du corps de police, et surtout ce que j'ai essayé de faire, c'est de garder le lien avec mes anciens collègues. Aujourd'hui encore, j'ai des échanges, en tout cas hebdomadaires, mais quasi quotidiens, avec une grande quantité d'entre eux, tout grade confondu. Et ça permet d'alimenter un peu ma réflexion. Ça permet sans doute d'échapper, je dirais, aux caricatures, caricatures de gauche et caricatures de droite, parce que je crois que nous avons eu les deux ces dernières semaines, mais aux caricatures avec lesquelles on parle de l'activité policière. Donc dans cette conférence, moi j'ai trois objectifs. Alors déjà, je veux vous montrer qu'on avait des signes avant-coureurs des émeutes que nous avons connues à Lausanne et qui ont défrayé la chronique. Peut-être pour vous qui n'êtes pas exactement lausannois, si j'ai bien compris, ce sera l'occasion de voir si finalement ces signes, ils ne se répètent pas chez vous. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette expérience. Peut-être que curieusement, comment dire, l'évolution sans doute un peu délétère de Lausanne est en avance sur celle de Genève. Enfin, c'est vous qui me le direz à la fin. Ensuite, je vais vous décrire, c'est un des deuxièmes objets de cette conférence, c'est de vous décrire l'évolution de cette police et vous montrer en particulier comment certains garde-fous qui avaient été mis en place à l'interne ont été démantelés, des garde-fous vis-à-vis de certains comportements qu'on peut qualifier de déviants ou de toxiques, enfin suivant la doxa, comment ces garde-fous qui avaient été mis en place à l'interne ont été démantelés et démantelés, ça c'est important, sous la pression de la majorité de gauche. Voilà. Et ça c'est quand même une chose sur laquelle je vais insister parce que ça montre aussi où se trouve l'humanisme, il n'est pas forcément là où on le croit. Et enfin, dans un dernier temps, j'aimerais vous présenter les solutions proposées par mes anciens collègues eux-mêmes pour sortir de l'impasse, je crois, où se trouve la police de Lausanne, la crise ayant été encore renforcée par l'annonce toute récente, c'était le mardi 16 dernier, donc l'annonce du départ à la retraite du commandant, du colonel Bottron. Annonce de départ d'ailleurs un peu particulière puisque c'est dans 10 mois. Hein. Donc c'était clairement la municipalité qui utilisait un fusible de plus. Mais d'abord, je vais vous parler d'un roman, et comme je suis un très mauvais vendeur, je ne l'ai pas sous la main parce que j'ai vendu tous mes exemplaires. Ce roman, c'est D'où jaillira la vie, un roman que j'ai écrit en 2012, mais que j'ai sorti ce printemps. Donc le roman se trouve sur la boutique, j'ai une boutique où je vends tous mes bouquins et toutes les choses que je fais, sur le site du Peuple. Pourquoi je vous parle de ce roman aujourd'hui? Parce qu'en 2012, quand je l'écrivais, eh bien, on y voyait déjà un accident mortel, donc un jeune qui décède dans le cadre d'un accident, une émeute, enfin des jeunes qui se retournent contre la police, un contexte d'émeute, de guerre urbaine, dans des quartiers. Et je décrivais aussi mon expérience comme journaliste, des choses que j'avais vécues comme simple journaliste de terrain, tout gamin, qui va donner la parole, puis qui croit que, effectivement, dans la mesure où on tend un micro, on va être bien reçu. Et ce qui se passait, c'est que dans certains quartiers à Lausanne, on recevait plutôt des pierres, parce qu'effectivement, on était perçu en tant que mâle blanc suisse, un peu comme un danger, plus qu'autre chose. Donc j'avais parlé de tout ça dans ce roman, et il y a quelques mois, peu après l'avoir sorti, je me suis retrouvé à le défendre devant des profs de gymnase retraités qui l'avaient lu. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, en fait, on m'a fait un reproche. À peu près tous m'ont fait le reproche de voir la vie en noir, de jouer les Cassandres, d'être un oiseau, enfin d'être un Nostradamus d'extrême droite ou que sais-je. Et, et c'était assez dur. C'était un moment, voilà, oui, c'est quand même assez difficile quand vous avez écrit un bouquin, que vous y croyez, que vous avez mis des expériences personnelles, vous avez mis une partie de votre âme. C'est quand même pas évident de se faire casser la gueule. Voilà, disons ça comme ça, par des gens qui certainement vivent dans un environnement protégé. Bon. Et quelques mois plus tard, eh bien quelques mois plus tard, on sait tout ce qui s'est passé. Les émeutes, les fameuses émeutes de Prélat. Alors, donc après la mort de ce jeune, qui s'appelait Marvin, d'origine congolaise, dans un contexte d'intervention de la police après un brigandage. Hein, je pense qu'on a tendance à oublier de le rappeler. La police intervenait après un brigandage de personnes
avait été attaqué à l'arme blanche du côté de Chaudron. C'est dans ce contexte qu'un jeune fuit la police, etc. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que déjà, effectivement, la réalité, en quelque sorte, dépassait ma fiction, parce que dans mon livre, on n'était quand même pas à ce degré d'intensité, disons. Et puis, bon, une partie m'avait rassuré, parce que je m'étais dit, bon, non, je ne suis pas complètement fou, parce que finalement, parfois, vous pouvez finir par en douter, suivant les remarques que vous font le public. Et puis, de l'autre, eh bien, j'étais inquiet pour Lausanne, qui est une ville que, malgré tout, j'aime, pour y avoir travaillé, pour y avoir vécu, et simplement parce que je suis vaudois. Donc voilà l'histoire de ce roman, ce roman prémonitoire, disons. Et c'est vrai que quand je me suis levé le matin et que j'ai vu que voilà, Prélat s'était embrasé, je me suis dit, bon, bah voilà, on y est. Et beaucoup de mes lecteurs m'ont fait cette remarque. Donc on va venir en détail maintenant sur ces émeutes de Prélat. Donc le décès de ce jeune, Marvin, d'origine congolaise, on a tous lu, on a tous lu ce qui s'est passé. C'était un événement spectaculaire, un événement choquant, et un événement qui a été repris par l'ensemble des médias, y compris en dehors de la Suisse. On a eu des médias en Angleterre qui disaient, ou en France, des médias qui disaient « Regardez, la Suisse aussi est atteinte, la guerre, etc. » On avait ce discours tout à fait apocalyptique que moi j'essaye plutôt de tempérer, en fait, parce que je pense, en tant que patriote, qu'il n'est jamais sain de présenter son pays comme étant au proie aux flammes ou des choses comme ça. J'ai plutôt tendance à effectivement défendre des options souverainistes, mais en même temps à dire non, non, écoutez, en Suisse, il y a encore un système d'assimilation qui fonctionne. On a encore des gens qui peuvent faire un apprentissage, qui peuvent se dire que l'horizon n'est pas bouché, comme s'ils venaient par exemple d'un quartier du 9-3 ou que sais-je. Donc je ne me réjouissais pas, disons, de voir la presse internationale nous dire « Regardez, la guerre des banlieues, les territoires perdus de la République arrivent aussi en Suisse ». Mais malgré tout, il faut dire la vérité. Il y a aussi une part de vérité là-dedans et je vais vous en parler. Voilà. Donc on a eu cette affaire-là. Je me suis planté dans mes notes. Voilà. On a eu cette affaire-là. Et puis, bon, effectivement, comme je le dis, pour ceux qui connaissent Lausanne, effectivement, j'aurais dû numéroter, vous voyez, c'est là où je suis bête. Pour ceux qui connaissent Lausanne, eh bien, il n'y avait pas grand-chose de surprenant à ça, parce qu'effectivement, il y avait des signaux qui étaient visibles depuis des années. Moi, ces signaux, je les ai vus comme journaliste, je vous le disais, hein. Je les ai aussi vus au sein de dans le cadre de mon travail au sein de la police. En tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, et ce qui a interpellé énormément de gens, et qui a blessé énormément de policiers, c'est que dans ce contexte où on a eu ces émeutes, eh bien, moi, je me souviens que le lundi, je me dis, bon, bah, je vais regarder mon courrier, n'est-ce pas? Je vais regarder mes mails. Et qu'est-ce que je vois? Je vois conférence de presse, Lausanne, personne référence, syndic, pas syndic, municipal de la police. Et je me dis, ah bah, on va parler des émeutes. Et non, la conférence de presse porte sur une affaire de quoi? De WhatsApp, enfin, c'est un truc bizarre, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que vient faire ce truc? Enfin, je veux dire, au niveau chronologique, si vous voulez, c'est un peu l'alliance de la moutarde et du chocolat, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on vient nous parler de ça alors qu'il y a un quartier qui brûle? Pourquoi on va parler de problématiques comme ça? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de soutenir sa police, eh bien, la municipalité a profité du chaos pour lâcher publiquement son corps de police. Et je pense que c'est extrêmement grave. Je pense qu'elle a instrumentalisé à ce moment-là la fameuse affaire des groupes WhatsApp justement pour se racheter une virginité et sans doute aussi pour affaiblir la droite. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette affaire intervient dans un contexte préélectoral. Je vous rappelle la répartition des forces en présence au niveau de la municipalité de Lausanne. Vous avez un seul élu qui est de droite et c'est celui qui a la police. Et histoire qu'il soit dans une situation encore plus fragile, son prédécesseur comme directeur de la police, c'était l'actuel syndic qui a pour habitude de gouverner extrêmement bas et il a gardé cette habitude. Donc c'est dans ce contexte, c'est avec tout cet historique qu'arrive ce moment où la municipalité nous dit, entre deux incendies, oui, il y a un problème de racisme systémique, hein, vous savez que c'est l'expression qui a été employée en conférence de presse, il y a un problème de racisme systémique au sein de la police. Et ça, c'est un traumatisme. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte à quel point pour les policiers, qui ont déjà l'habitude d'être attaqués toute l'année, plutôt au niveau du législatif, être lâchés au plus haut niveau, c'est un véritable traumatisme. On a un corps
où beaucoup de gens travaillaient avec une certaine souffrance au travail et des choses comme ça. Et là, ça a été, voilà, ça a été le détonateur. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est une double fracture. Fracture avec la population. Je vous prends un exemple. Moi, je connais des policiers qui allaient faire des matchs de foot avec les gamins. Alors, la totale, un match de foot non mixte, etc. Mixte, pardon, justement. Et après, on fait 20 minutes de pause où on discute, on présente le travail de police, ce genre de choses-là. Et les jeunes peuvent poser des questions et après on refait le match de foot, on rencontre les familles. Alors c'est des choses, souvent à droite les gens n'aiment pas ça, mais moi je trouve que sur un plan opérationnel ce sont des choses tout à fait intéressantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement connaître du monde, connaître les familles, connaître le grand frère, le cousin, la mère, eh bien ça participe à une remontée au niveau opérationnel. Bon, ce sont des choses qui aujourd'hui ne sont plus possibles parce que le jeune qui avait l'habitude depuis 4 ans de faire du foot avec le policier, ben, il va lui dire, mais attends, pourquoi j'irai faire un match de foot avec toi? Ça se trouve dans ton temps libre, tu envoies des trucs nazis à tes collègues sur WhatsApp. Et ça, c'est la responsabilité de la politique, parce que c'est la politique qui a sorti ça au cœur de la crise, et c'est comme ça qu'on a perdu ce lien qui pourtant était important. Et donc, on a aussi perdu non seulement le lien avec la population, mais on a aussi perdu le lien entre la police et sa hiérarchie politique. Et curieusement, le fait de ne plus avoir de tampon opérationnel, notamment au niveau du commandant, fait qu'au bout d'un moment, les gens se sont dit, bon, on va faire ce qu'ils veulent, qu'ils décident. Donc, moi, j'aimerais vous parler maintenant des signes avant-coureurs, parce que toutes ces choses-là dont on parle, elles ne tombent pas du ciel. Moi, je vais vous parler d'un quartier que je pense est assez symbolique. En réalité, c'est le quartier dont je pensais qu'il allait péter avant Prélat. Ce quartier, c'est Pracéchaud. Alors, je ne sais pas si c'est un quartier que vous connaissez. C'est un quartier qui est légèrement excentré à Lausanne. C'est un quartier qui, auparavant, était habité par passablement de pompiers, de policiers. Enfin, c'était un quartier, disons, dans lequel régnait une sorte d'autorité naturelle, où il y avait un tissu social assez fort et des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est un quartier hostile. C'est pour ça que je pensais que ce quartier, effectivement, allait connaître les événements de Prélat, le premier. Et pourquoi ce quartier est important pour comprendre l'évolution de Lausanne? Je vais vous donner deux mini-récits. Bien, le premier, c'est quand je fais ma première patrouille, donc en 2016, quand j'entre au sein du corps de police, je fais une soirée en fait avec mes collègues, et puis nous sommes appelés par une dame qui craint que son mari ait fait une tentative de suicide. Donc on est appelé par une mère de famille, donc c'est une famille musulmane, et elle a peur que son mari, qui n'arrive plus à nourrir sa famille, se dise je suis un moins que rien, je vais me tirer une balle, enfin, etc. Et donc, pour aller prendre les informations, nous nous rendons chez elle, nous entrons dans ce quartier, et je me souviendrai toute ma vie, on voit tous les volets qui se ferment, toutes les portes qui se ferment. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police vient en aide. En tout cas, on ne roulait pas à vive allure, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas de signaux d'urgence ni quoi que ce soit. Et on voit un quartier qui se referme, on voit toute une attitude, disons, d'hostilité, quoi. En tout cas une attitude extrêmement défensive. Et donc, déjà là, je me dis, à Lausanne, ça va finir par péter. En tout cas, là où on n'a pas de poste de quartier, ça va finir par péter. Et de fait, l'année qui a suivi cet épisode, un de mes collègues, moi j'avais mon bureau à côté du bureau des motocs. Donc les motocs, c'est les motards, quoi, à la police. Et mon collègue, qui était un gars expérimenté, un assez grand bonhomme, assez imposant, enfin le gars il connaissait son métier, il doutait pas de son bon droit, disons, il est appelé, il va à Pracéchaud, et sa moto tombe en rade, voilà, et elle n'avance plus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans le quartier, il y avait un rappeur assez connu, je crois. Il faudrait vérifier. J'ai retrouvé l'article qui était sorti à cette époque, mais je n'ai pas retrouvé le nom du rappeur, mais je crois que c'était Kalash Criminel, qui se trouvait à Pracéchaud, donc il y a beaucoup de jeunes qui étaient venus le voir. Et voyant qu'un policier est tombé en rade, on voit, les images sont encore aujourd'hui en ligne, hein, on voit, donc je ne trahis pas de secret de fonction, on voit vraiment une horde comme ça de jeunes qui foncent vers ce policier pour lui faire la peau. Et là, miraculeusement, sa moto repart, il arrive au poste, moi je le vois tout tremblant comme ça, puis il passe devant mon bureau, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit écoute, j'ai cru que j'allais mourir, puis je dis tu as failli faire un accident, il y a eu quoi? Il me dit non, mais j'ai cru qu'on allait me tuer parce que j'étais policier. Et c'est la première fois finalement c'était la première fois que le seul fait d'être policier faisait que des gens sans aucune raison allaient vouloir le tuer.
Donc, ce que je veux dire, c'est que je vous parle de ce quartier de Praséchaud parce que pour moi, en tout cas dans mon interprétation des événements récents, c'est resté un peu l'image condensée en quelque sorte de ce qui allait se produire plus tard. Mais donc, quand je vous parle de ça, c'est pour vous donner une sorte d'image diffuse de l'état d'esprit, si vous voulez, qui peut régner dans une ville où l'action policière aussi, par nature, est devenue suspecte en quelque sorte. Mais il faut bien comprendre qu'à Lausanne, il y a eu une succession d'affaires qui ont mené effectivement à... Il y a une succession d'affaires qui ont mené aussi à durcir, le climat, en quelque sorte, à pourrir le climat. La première d'entre elles, et on l'a un peu oublié, mais elle ressort beaucoup quand vous parlez à des policiers, c'est l'affaire K. L'affaire K, c'est un jeune érythréen, on est en 2006, un jeune qui d'ailleurs voulait devenir policier, enfin je crois qu'il veut toujours, et qui est lâché dans les bois par la police. Il y a un soupçon qu'on l'aurait sprayé, enfin bon voilà, et ça enclenche une immense affaire, cette histoire politico-médiatique, qu'est-ce qui se passe, la police de Lausanne est raciste, enfin les choses qu'on a retrouvées 20 ans plus tard, hein, il y a des cycles, ça fait comme ça, l'image de la police, c'est toujours comme ça. Et donc, cette affaire-là a été le déclencheur de réformes internes assez importantes. Alors, ces réformes qui ont été initiées par le corps de police, hein, j'insiste bien là-dessus, parce qu'aujourd'hui, la politique donne la leçon, mais les policiers eux-mêmes étaient assez grands pour se dire non, mais on peut mettre quelque chose, on peut créer des choses entre nous, valoriser notre expérience pour justement créer des garde-fous, mettre en place des garde-fous. Parce que quel que soit, en tout cas, moi, en tant que conservateur, en tant que souverainiste, je ne suis pas pour non plus des actions illégales de la police, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc les policiers se disent qu'ils vont mettre un certain nombre de démarches en route. C'est l'éthique, c'est la déontologie, donc c'était deux postes qui étaient tenus par des officiers quand je travaillais au sein du corps. C'est aussi un accent mis sur la proximité. C'était la division PPM pour partenariat, proximité et multiculturalité. Quand je travaillais, c'était des postes de quartier qui étaient occupés, c'était des passages dans des soirées avec des minorités, enfin des choses comme ça. Toutes les choses qui ont été démantelées aujourd'hui. Tout ça a été démantelé. Et si on reprend le fil des affaires marquantes qui ont contribué à ce que le climat devienne parfaitement délétère à Lausanne, il y a aussi l'affaire Mike Ben-Peter. Alors peut-être le nom vous rappelle quelque chose, c'est un dealer qui meurt après une intervention, on est en 2018, affaire qui m'avait d'ailleurs mené dans cette ville pour contrôler un temps présent qui était déjà sur que se passe-t-il à la police de Lausanne, c'est la crise, etc. etc. Et donc ça avait déjà créé une énorme onde de choc. Mais depuis là, ce qui est intéressant, et je pense que ça explique beaucoup de choses du climat actuel, c'est qu'on a commencé à associer à la police municipale de Lausanne quantité d'affaires qui ne la concernaient pas. Qu'une personne attaque des policiers avec un couteau à baie et décède à cause de l'intervention, à cause des policiers qui se défendent, où allait-on manifester? Devant la police municipale de Lausanne, qui n'intervient pas évidemment en dehors de ses frontières géographiques. Qu'une personne fasse sensiblement la même chose sur un quai de gare, devant qui on manifeste? Devant la police de Lausanne. Qu'un type, George Floyd, décède lors d'une intervention aux États-Unis, devant qui on manifeste? Devant la police municipale de Lausanne. Donc si vous voulez, la police municipale de Lausanne est devenue, je ne sais pas, l'épicentre symbolique de tout ce que les gens associent à des dérives policières à travers le monde. Donc on a un climat, on voit qu'il y a le climat qui est devenu compliqué à deux niveaux, sur le terrain, mais aussi sur le plan médiatique, puisqu'on associe quantité de choses à la police de Lausanne. Tout renvoie toujours à la police de Lausanne. Et quand vous y travaillez, bah c'est dur. C'est dur parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément dans la police la mieux payée du canton, et pourtant vous êtes dans la police la plus attaquée, peut-être où le climat est le plus dur. Tout ça, c'est des choses qui pèsent énormément. Donc, aujourd'hui, dans tout ce contexte, on voit deux types d'explications. C'est-à-dire qu'on a un discours simpliste de gauche et on a un discours simpliste de droite. Et moi, j'aimerais nuancer les deux.
Alors le discours de gauche, je n'ai pas besoin de vous le détailler puisque c'est celui que vous lisez tous les jours dans les médias. C'est c'est police violente, c'est population victime, c'est tous les policiers sont des déviants, etc. Enfin, c'est le racisme systémique, hein, finalement, c'est cette idée. Et le discours de droite, eh bien, on l'a lu dès le lendemain le lendemain des émeutes à Lausanne, c'est le discours sur l'ensauvagement. C'est-à-dire, le terme a été employé par, c'est un ami, hein, il a été employé, et le terme a sa part de vérité, mais il a aussi ses angles morts. C'est le terme qui a été employé par Kevin Grangier, l'ancien président de l'UDC Vaud. Mais moi, je pense qu'il faut un tout petit peu nuancer cette approche. Parce que pour moi, les deux grilles de lecture, en fait, sont trop réductrices. Alors déjà, effectivement, il faut comprendre une chose, c'est que la police intervient sur un terrain qui, du point de vue démographique, a énormément évolué à Lausanne. Pour vous donner un chiffre, dans les années 80, Lausanne, c'est 23% d'étrangers. Aujourd'hui, à Lausanne, il se trouve, de personnes déclarées en plus, hein, parce que c'est celle qui échappe aux statistiques, c'est 43% de personnes sans passeport suisse. Et si on prend les personnes qui ont été naturalisées, sans doute qu'on arrive à plus de 60 personnes d'origine étrangère. Donc ça a quand même des implications. Ça change quand même quelque chose. Je veux dire, si vous avez une police qui est composée effectivement de gens qui ne correspondent pas du tout à cette sociologie et pas du tout de gens qui vivent à Lausanne, hein, je crois que c'est 8% du corps hein, qui vit à Lausanne, bah ça participe quand même à cette perte de lien avec la population. Alors je ne juge certainement pas les policiers de ne pas vivre là où ils travaillent quand ils travaillent à Lausanne. Et typiquement, si vous travaillez à la PJ puis que vous allez faire vos courses à la Migros et que vous achetez des oranges à côté du mec sur lequel vous enquêtez et que vous avez vu dans un autre contexte, peut-être pas très agréable. Mais enfin, pendant bien des années, les policiers devaient vivre là où ils travaillaient et certainement que ça participait quand même à avoir un certain ordre dans le tissu social. Mais je crois que ce n'est pas la seule cause. Cette évolution démographique qui complexifie beaucoup le travail de la police, il est aussi lié à l'exode de la classe moyenne qui a été en fait la conséquence de la politique de centre-gauche, enfin de la politique rose-verte à Lausanne. Lausanne, c'est quoi? Lausanne, c'est une ville qui est extrêmement généreuse pour les gens modestes ou pour les gens qui viennent avec peu de désir d'intégration, disons. Je veux dire, pour un dealer, moi, si je veux venir dealer en Suisse, bah, certainement que je vais venir à Lausanne, à Vevey, ou dans des villes comme ça. Et parallèlement, Lausanne, c'est aussi devenu une sorte de paradis pour les bobos, quoi, si vous voulez. Si vous voulez, les amateurs de tofu bio et de vin biodynamique, bah, ils sont ravis à Lausanne. Ils ont le monde qu'ils veulent. Mais qui ne s'y retrouve pas? Eh bien, c'est typiquement les gens un peu ma sociologie, hein. Ce sont ces familles qui doivent prendre la bagnole pour emmener les enfants au judo, toutes ces choses-là. Plus personne veut vivre à Lausanne, plus personne veut vivre dans ces conditions-là. Donc il y a eu un exode de la classe moyenne. En tout cas, pour ma part, c'est clair que dès qu'il y a eu, comme on dit dans les magazines, on parle de projet parental. Dès qu'il y a eu un projet parental, bah, c'était bien clair qu'on allait partir et qu'on n'allait pas avoir nos enfants à Lausanne. Donc on a une ville qui a été désertée par les familles ordinaires. Donc dans tout ce terrain qui a été affaibli, sur lequel il est devenu difficile de travailler, deux commandants, le commandant Hagen-Locher puis le commandant Rémy, celui pour lequel j'ai travaillé quand je suis entré au sein du corps, ont mis en place des garde-fous internes pour que la police comprenne sa population. Voilà. Parce qu'on peut dire, oui, mais il y a un problème avec la population, le problème c'est qu'il y a trop de ci, il y a trop de ça, mais ce n'est pas l'affaire de la police. La police intervient sur un terrain donné, elle fait face à un cadre légal, elle fait avec un cadre légal qu'elle n'a pas choisi. Donc il y a des débats qui dépassent largement celui de l'activité policière. Donc, ces deux commandants, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Donc l'éthique, la déontologie, cette division PPM, on l'a dit, et ces démarches, elles ont entraîné une reconnaissance nationale. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin des années 2000, la police de Lausanne apparaît comme une police pionnière. Elle gagne un prix d'éthique au niveau suisse. Elle est nominée dans un concours européen en 2009 aussi. Donc c'est quelque chose, ça avance et on se dit, mais tiens, c'est vraiment des gens qui ont décidé d'apprendre. C'est des gens qui ont décidé d'eux-mêmes, pas sous l'impulsion réellement du politique, quoique le politique n'y était pas hostile, comme l'a été plus tard l'actuel syndic de Lausanne,
Mais disons que c'était vraiment une volonté de réforme interne au corps de police. C'était aussi des décisions plus transversales, c'est-à-dire qu'on avait un management qui était moins vertical. Quand il s'agissait de prendre une décision, eh bien vous aviez des personnes de tous les corps de métier qui sont représentées au sein de la police. Alors peut-être pas le cuistot, mais les psychologues, enfin des gens comme ça, effectivement, pouvaient intervenir. Les communicants pouvaient dire oui, mais si on fait ça, attention, dégâts d'image, etc. Alors, pour avoir travaillé dans ce contexte, ça peut être un peu pénible parce que la décision prend des siècles pour être prise, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça conduisait disons, à une activité policière qui pouvait paraître assez moderne. Mais les premiers coups de canif dans toute cette histoire, et c'est là où commence la pente qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est en 2012. En 2012, Grégoire Junot, que certains policiers que j'ai connus appellent Dirty Grégory, devient municipal de la police. Ah merde, c'est enregistré. Hein. Il devient municipal de la police. On est à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être 2 mois après son arrivée, on a des arrestations massives de dealers à Chaudron. Alors, je pense qu'on a tous envie que les dealers soient arrêtés. Mais sauf qu'on sait tous que cette arrestation, c'était pour la photo chez 24 heures. Donc c'était les opérations Astérix. Je crois que c'était en 2 fois. Et donc on arrête ces dealers, on les fait s'asseoir les uns derrière les autres, mais vraiment comme dans un bobsleigh. Et la presse d'ailleurs avait appelé ça l'opération bobsleigh. Et c'est le début en fait du recentrage de l'activité policière vers ce que je dirais une sorte de police carte postale. Une police qui, pour défendre clairement des intérêts politiques, va commencer peu à peu à abandonner ces quartiers qui commencent à grenouiller, hein, si vous voulez. Et donc, je vous ai dit que moi j'avais vécu la bascule au niveau du commandement. Après, je dirais, moi je suis arrivé en fin de règne hein, de mon commandant, mais on voyait que certaines démarches avaient déjà un peu du plomb dans l'aile. Et après 2019, on peut dire qu'il y a eu un démantèlement complet. C'est-à-dire que l'officier éthicien est devenu en charge de mandat stratégique, il organisait des événements sportifs. Le déontologue, qui est parti à la retraite relativement récemment, il a été remplacé par une commission composée à une majorité par des civils. Donc ça veut dire que les personnes qui vont juger la qualité du travail de la police, bah, parmi eux, par exemple, il y a un photographe POP. Alors bon, c'est très bien d'être photographe POP, spécialiste de Cuba, bravo, mais dans quelle mesure vraiment on est à même de juger l'action policière? Alors pourquoi on a des choses aussi exotiques qui sont mises en place? En fait, c'est simple, c'est que pendant des années, la gauche à Lausanne, dans des interventions au conseil communal, a dit « mais oui, mais c'est la police qui se juge elle-même, ils font semblant de se… » mais en fait, voilà, c'est complaisant, personne n'aura jamais d'ennui avec ça. Moi, je mangeais pratiquement tous les jours à midi avec ces personnes-là. Si je pense par exemple à l'officier éthicien, à l'officier déontologue plutôt, bah, je peux vous dire qu'il fallait 3 mois pour avoir le premier sourire et il n'était pas long, quoi. Et c'était quelqu'un qui était craint par la police, enfin par les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que le jeune agent qui devait aller chez le déontologue, il disait c'est peut-être pas très bon pour mon avancement. Et ils sont pas bêtes, au bout d'un moment, ils ont quand même envie de faire une carrière pas mal. Et donc, il y a eu un climat que politiquement on a durci autour de ces questions-là et on a pourri ces trucs-là jusqu'à les abandonner. Et d'ailleurs, une petite précision, quand on parle de déontologie, on a l'impression que c'est une sorte de justice parallèle. Le déontologue à Lausanne s'occupait de cas infrapénaux. C'était typiquement la qualité de la prise en charge à l'hôtel de police. Mais toutes ces choses-là, elles faisaient qu'après, les gens osaient revenir vers la police, que les policiers eux-mêmes avaient le souci de bien accueillir la population, et ça favorisait encore, là, sur le plan opérationnel, une remontée. Donc le résultat de tous ces démantèlements, bah, c'est quoi? C'est une perte de culture d'entreprise. Très clairement, c'est une perte de cohérence avec le terrain et c'est aussi une perte de sens, et ça je vais un peu développer ça, c'est une perte de sens du travail pour les agents. Parce que je vous ai dit qu'on a parlé d'ensauvagement pour expliquer ce qui s'était passé sur le terrain après là. Mais ça, c'est l'ensauvagement du bas, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensauvagement du haut. Et celui-là, on n'en parle pas beaucoup. L'ensauvagement du haut, c'est la crise du management et du politique. Et c'est ça qui, je trouve, dans toutes ces affaires, passe curieusement, je ne sais pas, c'est comme si les médias dominants, disons, ne voulaient pas trop poser la question qui fâche aux dirigeants politiques à Lausanne. Voilà, donc vous connaissez la couleur. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est mis en place depuis quelques années? C'est une gouvernance complètement autoritaire, c'est une police alignée sur l'hôtel de ville. Tous mes collègues me le disent, c'est pas moi qui l'invente. Tous mes collègues me disent,
on a un directeur, de la police, on dit bonjour monsieur le directeur, mais mes collègues me disent, mais tu sais, en interne, ils sont toujours trois, il y a le commandant, il y a le directeur, il y a le syndic. Et des trois, je n'ai pas besoin de vous dire qui commande. Voilà. Donc tout ça a conduit à une hiérarchie qui s'est coupée du terrain, qui s'est coupée de la base, et avec des moments où on frôle carrément la schizophrénie. Par exemple, il y a un moment qui est très fort dans la vie d'un corps de police, c'est l'assermentation. C'est le moment où on va nommer les nouveaux agents. Et moi, j'ai des collègues, pourtant plutôt bien placés, qui m'ont dit qu'ils ont découvert des dispositifs qui seraient mis en place. Ils l'ont découvert à l'occasion du discours du syndic lors de l'assermentation. Et ça, c'est complètement délirant, parce que le policier, le cadre intermédiaire, mais il se dit, mais attends, mais je suis dirigé par des pontins. C'est le syndic qui dirige tout. Comment c'est possible? Donc le résultat de tout ça, c'est de la démotivation, c'est un sentiment d'absurdité, c'est une fatigue profonde. C'est pour ça que l'affaire des WhatsApp, dont on a fait le symbole d'un racisme systémique au sein de la police, moi j'y vois le symbole d'autre chose. Moi j'y vois un symptôme, disons, de découragement, de sentiment d'absurdité. Parce que à l'époque, moi j'étais pas sur des groupes WhatsApp quand j'étais dans la maison, mais il se trouve que je mangeais à midi. Voilà. Et je mangeais à midi avec mes collègues à l'hôtel de police. Moi, je peux vous dire, souvent on avait la table du ministère public juste devant nous. Ce qui est d'ailleurs curieux, je trouve, en termes de séparation des pouvoirs de manger derrière le... Parce que potentiellement, ça veut dire que vous avez un procureur qui mange devant le policier sur lequel il doit enquêter. Mais bon, ils n'avaient pas de cantine à eux, voilà, visiblement tout le monde s'en satisfaisait. Moi, je pense que ça pose des gros problèmes. Enfin, quoi qu'il en soit, le MP souvent se retournait en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ces animaux, la table derrière, donc la table que j'occupais avec mes collègues, parce que l'essentiel des blagues, je veux dire, ça y allait. Moi, j'ai souvenir de... Bon, là, je ne devrais vraiment pas le dire, on coupera après. Mais j'ai le souvenir d'accidents graves, non, mais allons-y, j'ai le souvenir d'accidents mortels. Et pour décompresser, moi j'avais des collègues qui me faisaient, ah, on a entendu une belle chanson à midi. Alors, imaginez, vous êtes en train de manger vos frites comme ça, et vous avez le collègue qui dit, oh, on a entendu une bien belle chanson à midi. Et le gars commence à faire, enfin, des bruits comme ça, c'est ça la chanson. C'est un peu bizarre comme de manger dans cette ambiance, si vous voulez. Mais ça choque, en fait, ça choque surtout quand on n'est pas dans les métiers de l'urgence, mais les chirurgiens font certainement des blagues comme ça. Dans les EMS, les dames qui voient mourir des gens un jour sur deux, certainement qu'elles font des blagues morbides. Et ma foi, la nature humaine est comme ça qu'elle a certainement besoin de décompresser avec ce genre de choses. Maintenant, ce que les WhatsApp ont changé, c'est qu'effectivement, ce qui se disait, désormais, a été fixé par écrit et a permis cette instrumentalisation politique. Bon, pour autant, je tiens quand même à préciser, dans ces groupes WhatsApp, il y a des choses qui, à mon avis, relèvent de l'humour noir et qui me choquent pas spécialement. Enfin, pas nécessairement qu'elles me feraient marrer non plus, mais je pense qu'il y a des choses qui ont sali l'uniforme aussi, et je pense qu'il ne faut pas être complaisant non plus à droite avec certaines choses. Moi, quand je vois des gens avec des insignes SS sous un uniforme de la police de Lausanne, je trouve ça indigne. Voilà. Je trouve qu'on doit respecter l'uniforme, on doit respecter les valeurs de ce pays, parce qu'on va toujours dire « ouais, mais ces jeunes, là, il faut qu'ils s'intègrent, etc. » Enfin, nous-mêmes, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité à agir avec une certaine dignité, conformément, je trouve, aux valeurs de ce pays. Mais enfin, quoi qu'il en soit, toutes ces choses sont le symptôme d'une fatigue, et je trouve, non pas d'un racisme, mais d'une absurdité systémique. L'absurdité systémique par excellence pour un policier à Lausanne, et je ne sais pas si c'est la même chose à Genève, peut-être vous me le direz, mais c'est notamment ces injonctions contradictoires. D'un côté, vous avez la population, enfin oui, c'est la même chose à Genève, j'ai vu que même à l'usine, les gens se plaignent qu'il y a trop de dealers maintenant. Mais les injonctions contradictoires, ce sont ces gens qui vous disent d'un côté, oui, il faut arrêter les dealers, etc., mais qui, en même temps, dès qu'ils voient une arrestation, se disent « Oh, police raciste, ils arrêtent un type qui a l'air de venir du Nigeria. » Donc, comment travailler dans ces conditions? Mais c'est aussi d'être appelé, être payé, même pour chasser dans une large mesure des gens d'une ville où ils sont appelés par des structures subventionnées par la collectivité. Je vais vous prendre un exemple. Je me souviens, un soir, j'ai un collègue qui rentre complètement déboussolé à l'hôtel de police. Puis il me dit, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu dans la ville. Puis je me dis, oh, je sais pas, il n'y a plus grand-chose à imaginer, je crois. Mais il me dit, bah non, tu sais, il y a une association, ils ont amené un gâteau d'anniversaire à un dealer. Donc, on a des associations subventionnées qui confectionnaient des gâteaux d'anniversaire pour les dealers. Et on demande, les mêmes personnes qui subventionnent les gens qui font ça, on pourrait aussi parler de l'espace d'injection qui fait aussi
un appel d'air monumental. Mais les mêmes personnes qui font ce genre de choses demandent à la police de chasser les problèmes que finalement ils ont attirés chez eux. Donc on comprend que ça soit effectivement un peu difficile de travailler là-dedans, et surtout quand voilà, maintenant on est dans le règne, je dirais, de la communication politique mensongère. Il y a eu l'affaire du racisme systémique, mais il y a aussi, parce que moi j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de reconstruire une police de proximité. Mais j'étais encore dans le corps quand on a fermé des postes de quartier, parce qu'on voit que ces quartiers qui commencent un peu à tanguer, c'est des quartiers où finalement la police s'étant repliée sur l'hypercentre pour faire de la visibilité, enfin pour faire en gros épouvantail pour le syndic, qu'est-ce qui se passe? On a ces quartiers qui sont abandonnés. Voilà. Et quand on a fermé ces postes de quartier, moi j'ai dû faire une com, alors je me souviens, c'est moi qui l'ai écrite, j'ai fait une com pour expliquer que c'était fantastique pour la population, elle n'aurait plus à faire l'effort d'ouvrir une porte pour aller parler aux policiers, ce qui peut être intimidant, mais désormais les policiers seront dans le bus, ils seront au bistrot, tout le monde va y gagner, c'est la police de demain qu'on est en train de créer. Voilà. Donc si vous voulez, vous êtes entré dans le règne du mensonge, et ce qui est important pour en sortir aujourd'hui, je pense que c'est de se poser la question, mais que proposent les policiers eux-mêmes? Parce que les politiciens proposent des tas de choses. On a à Lausanne des politiciens qui disent qu'il faut désarmer la police. Je ne sais pas s'il voulait encore la désarmer au lendemain de prélat, non, je pense en fait qu'il n'a pas varié. Mais enfin, vous voyez énormément de choses, disons, exotiques dans ce contexte. Mais les policiers eux-mêmes, les policiers, si vous parlez à la plupart des policiers, ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes internes. Quand je travaillais à la police, ils disaient attention, lui c'est un déviant, lui il ne faut pas l'envoyer sur le terrain. On savait toutes ces choses-là. Je veux dire, et on avait mis des garde-fous pour pas qu'on ait des problèmes comme on peut les avoir aujourd'hui. Donc c'est quoi les pistes des policiers aujourd'hui? C'est déjà, alors bon, c'est un monde où il y a des divisions, il y a des jalousies, il y a des choses comme ça. Donc la première chose qu'on va vous dire, c'est mais il faut faire le tri, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, etc. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ce qu'il y a de plus intéressant pour moi, c'est l'idée, toujours dans cette optique de l'ensauvagement du haut, c'est l'idée de mettre le politique face à ses contradictions. Par exemple, moi j'ai des collègues qui m'ont dit mais tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait organiser une action de boycott. Puis je dis mais attends, tu vas pas, tu as une responsabilité, c'est une tâche régalienne, tu ne peux pas boycotter. On m'a dit non, pas boycott complet, on va continuer à répondre à l'urgence, mais tous les trucs qui ne sont pas urgents, on ne va pas les faire. Ou alors si on va les faire, si on doit enquêter, si on doit intervenir sur des thématiques qui existent toute l'année, typiquement le deal de rue, on va demander une clarification écrite des missions. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai des policiers qui me disent, moi, il n'y a pas de problème, j'interviens, j'arrête le dealer, tout ça, mais je veux un mot du syndic, du municipal ou de qui que ce soit qui dit, oui, il fait son boulot, il doit arrêter les dealers, c'est ce qu'on lui a demandé, il fait pas ça parce qu'il est pas raciste, parce qu'il est raciste. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est une chose que j'ai trouvée intéressante. Maintenant, il faut que je trouve ma bonne feuille. je me suis embellé dans mes feuilles. Et voilà, j'ai retrouvé. Et donc, une autre idée qui revient fort, c'est l'idée de réguler les élus eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est une idée qui est fondamentale, et sans doute qu'à Genève, elle pourrait inspirer les gens. C'est-à-dire qu'on a dans le canton de Vaud des élus, non seulement au conseil communal, mais aussi au niveau du Grand Conseil, qui ont versé dans cette idéologie du ACAB, tous les flics sont des salopards, etc., qui postent des caricatures anti-flics, toutes des choses comme ça. Et puis on a l'impression que c'est le débat démocratique, ils sont jeunes, ils ont le droit de s'exprimer. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça use, ça pèse sur les policiers, ces choses-là. Et donc, il y a l'idée qui émerge chez certains de mes anciens collègues d'une charte pour ces élus. C'est-à-dire leur dire, OK, vous voulez nous donner des leçons, mais vous aussi vous êtes assermentés. Vous aussi vous avez des règles à respecter. Donc, signez cette charte, comme quoi vous engagez à respecter les institutions et les règles de ce pays. Et il y a aussi une chose, il y a des choses toutes bêtes. Un policier, par définition, il ne peut pas venir habillé comme n'importe comment. Il doit se tenir. On va beaucoup le juger sur la manière dont il se tient dans l'espace public. Et si vous regardez le conseil communal de Lausanne, vous voyez des choses assez surprenantes. Encore dernièrement, il y avait un type en Marcel, il était en liquette, le gars, tranquille, voilà, et il intervenait. Et une image qui a beaucoup circulé au sein du corps de police, c'était il y a quelques jours, je crois que c'était le même type, et je crois qu'il était déjà en Marcel, sauf qu'il tricotait pendant le conseil communal. Mais ça, pour des policiers, il y a quand même un sentiment c'est un symbole de mépris, si vous voulez, et de déconnexion. Voilà.
Donc il y a toute cette idée qui revient beaucoup de renverser la vapeur et de dire mais vous aussi vous avez une responsabilité, vous aussi vous avez une exemplarité qui est attendue de vous et vous ne pouvez pas juste nous taper constamment sur la tête si vous ne vous comportez pas bien. Ensuite, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées. Je ne vais pas revenir sur toutes parce que bon, voilà, ça foisonne, hein, mais ça montre parfois une curieuse ouverture d'esprit. Par exemple, moi, j'ai des policiers qui me disent, attention, vous allez tomber de votre chaise, hein, mais j'ai des policiers qui me disent qu'il faut recruter autrement et qu'il faut autoriser l'embauche de titulaires de permis C. Voilà. J'ai entendu ça. Alors, ce que j'en pense, vous pouvez l'imaginer, mais ça montre une chose, ça montre que euh, les policiers eux-mêmes se disent bah, on peut peut-être essayer des choses iconoclastes pour sortir de l'impasse. Et dans l'idée d'une police qui serait sujette à un racisme systémique, admettons que la proposition ne manque pas de sel. Quoi, là. Donc c'est pour ça que je me permets de la mentionner. Et puis enfin, une chose qui revient énormément, c'est l'attente d'un chef avec une autre posture. Je ne voudrais pas attaquer le commandant actuel, hein, que je tiens pour un homme honnête, quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à travailler, mais disons que les collègues disent souvent, ceux qui ont été pendant des décennies dans la boîte, disent moi j'ai connu un commandant, il n'allait pas prendre ses ordres chez le politique, ou alors il allait prendre la direction, mais le comment, c'est lui qui faisait. Ce n'est pas le politique à lui dire tu mets tel ou tel dispositif ici ou là. Et ça, il y a vraiment on me cite par exemple le commandant Hagen-Lecher qui disait mais moi je m'en fous d'aller serrer les mains de politiciens. Moi ce que je veux c'est que ma police tourne et que mes policiers ne se fassent pas cracher à la gueule. C'était ça, en fait c'est ça le discours qui est attendu. Et je peux vous dire qu'un gars comme ça, un gars qui parle comme ça, c'est pas pour autant qu'il va laisser faire n'importe quoi à ses agents. Voilà. Donc il y a envie aussi de retrouver une ligne claire, parce qu'il faut aussi voir que Lausanne est un terrain c'est un peu le terrain des manifestations. Bon, alors à Genève, je crois que le problème des manifestations omniprésentes est aussi pas mal là. Mais bon, Lausanne, il y a le sport. Vous avez manifestation pour la Palestine, contre Palestine. Non, c'était l'inverse. Manifestation pour Israël, contre manifestation pour la Palestine. La manifestation autorisée des deux, donc celle pour Israël, délocalisée là où il n'y a personne, au sud de la ville. La manifestation non autorisée à la Riponne. Donc, bon, finalement, si on ne fait pas les choses dans les clous, on gagne. Là, je parle indépendamment des causes hein, sur lesquelles je reste réservé, disons. Mais il y a l'envie d'avoir une ligne claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire du sport, on ne peut pas faire de l'accueil de politiciens internationaux, l'accueil de sommets, les manifs, on ne peut pas être au cœur de tout. Donc on a envie, chez certains, il y a l'envie d'un organe externe de supervision citoyenne, en quelque sorte, pour expliquer à la population mais quel est le rôle de la police, pourquoi elle doit faire ça et pourquoi son quotidien n'est pas forcément très facile. Donc en conclusion, moi je vais vous parler de ma grande, enfin je ne sais pas si c'est ma grande idée, mais en tout cas c'est mon idée, c'est l'idée de l'ensauvagement du haut et du bas, on l'a vu, ensauvagement du bas, quartier violent, tension communautaire, criminalité importée sur laquelle on ne peut pas avoir d'action, sur laquelle on ne peut pas agir, souvent parce que les dealers ont des papiers de touristes, hein, donc on ne peut pas les renvoyer. C'est l'ensauvagement du haut, c'est les élus, les syndics, c'est les partis qui instrumentalisent chaque crise pour des intérêts électoraux. Je pense que ça, c'est quand même très important. Il faut toujours replacer ces crises dans le contexte électoral, sans ça, on ne comprend rien. Et donc, face à tout ça, réformer la police, c'est-à-dire, pour moi, réformer la police à Lausanne, c'est remettre ce qu'on a démantelé. Hein. C'est remettre, quand j'entends des politiciens depuis un mois qui disent « Ouais, il faudrait vraiment un profond changement de la culture au sein de la police de Lausanne », je dis « Ah, je crois que j'ai déjà entendu ça il y a 20 ans, mais ce qui avait été mis justement pour faire ça, je crois que c'est vous-même qui l'avez démantelé. » D'ailleurs, je réalise que depuis le début, je parle avec un stylo de la police de Lausanne. Vous voyez, comme quoi le passé ne nous abandonne jamais vraiment. Mais réformer la police est nécessaire, mais c'est insuffisant parce que effectivement, l'ensauvagement, c'est pas seulement des quartiers qui brûlent dans lesquels on va attaquer les policiers, mais c'est aussi des gens bien de chez nous, des élus du peuple qui se comportent d'une façon qui n'est pas conforme aux valeurs de ce pays. Et aussi, je pense qu'il y a cette faute politique majeure, vous l'avez compris, qui a été le fait d'encourager à l'abandon des garde-fous internes, éthique, proximité, déontologie, management transversal, etc., etc. On a tendance à oublier que la police est toujours en bout de chaîne dans la société. La police ne décide ni des lois, ni, et pour moi c'est capital, des accords internationaux, ni des politiques migratoires.
Or, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sans souveraineté et qu'il n'y a pas de souveraineté sans maîtrise des frontières. La police est vraiment au bout de chaîne, mais finalement, ce qui surplombe tout, et ce sans quoi la situation ne peut pas être apaisée, c'est le fait que la Suisse reprenne le contrôle de ses frontières. Comment on peut accepter l'idée même qu'un pays souverain, qu'un pays libre, qu'un pays indépendant soit sommé d'accueillir en son sein des gens qui viennent dans l'unique but d'y exercer une activité criminelle. Donc effectivement, tant qu'on imposera aux policiers d'interpeller des dealers qu'on ne peut pas expulser ou d'arrêter des délinquants qui sont aussitôt relâchés, et avec la frustration que ça crée, eh bien on les condamne à l'absurdité et au découragement. On peut leur donner toutes les grandes leçons de morale qu'on veut, la vérité c'est que c'est déprimant. Donc je pense qu'il est, dans un certain sens, euh, il y a des principes humanistes que je défends, qui peuvent donner l'impression que je parle comme un homme de gauche ou je ne sais pas quoi. Mais effectivement, je pense qu'il faut rappeler que le rôle de la police est d'abord de protéger la population, toutes les populations. À ce titre, moi j'ai vu parfois des gens qui avaient cette imagerie un peu 300, des 300 purs de la cité qui vont se battre contre les invasions étrangères. Bon, c'est pas très sain quand vous vivez dans une ville qui est composée d'une majorité de personnes étrangères. Je pense qu'il faut sortir de ces choses-là, sans ça on ne va pas y arriver. Donc on ne peut pas accepter que des policiers se sentent en guerre contre ceux qui sont censés défendre. Mais pour autant, quand la politique crée des injonctions contradictoires, c'est-à-dire sévir contre les mêmes personnes que la ville subventionne, eh bien elle instrumentalise la police contre la population, et je pense que c'est une trahison aujourd'hui, ce qui explique la situation dans laquelle on se trouve. C'est une trahison à la fois politique et morale. Et face à ça, moi j'affirme, face à ça, disons que je revendique une perspective qui peut sembler curieusement, comment dire ça, enfin, appelons-la humaniste, c'est-à-dire que moi je refuse les simplifications idéologiques et j'affirme que n'importe quelle vie compte. Je ne suis pas quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a un décès de dealer quelque part, se dit « Ah, un de moins !» Non, je ne peux pas penser comme ça. En tant que chrétien, je ne peux pas penser comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi voir que la dignité humaine, celle à laquelle je suis attaché, elle ne peut être défendue que dans un cadre qui est ordonné. Voilà. Je pense qu'il y a une responsabilité morale qui impose de protéger ceux qui nous sont confiés quand on incarne la force publique. Donc je vais vous faire la synthèse en fait, de tout ce que je vous ai dit. Je voudrais donc vous laisser cette idée simple, donc que la police n'est qu'en bout de chaîne, qu'elle ne décide pas des lois, pas des accords, pas des frontières, qu'on ne peut pas lui demander de garantir la sécurité si la souveraineté en amont n'est pas assumée. Alors là, c'est mon discours un peu pro-suisse, hein, puisqu'il se trouve que je représente pro-suisse dans des vidéos et que j'écris des articles pour eux, mais c'est tout à fait sincère là-dessus. Et au fond, j'aimerais rappeler effectivement, insister sur le fait que l'ensauvagement dont on a parlé, ce n'est pas uniquement celui des quartiers, c'est celui de la vie politique en général, dans l'instrumentalisation de ces drames, mais jusqu'en haut, jusque tout en haut de la Suisse. Quand on vous fait voter sur, je ne sais pas, des avions, sur quantité de choses sur la base de chiffres erronés, c'est un ensauvagement du haut. On peut déplorer les incivilités, on peut dire oh, mais c'est jeune, etc. Mais l'ensauvagement, c'est aussi celui de nos institutions. Et donc, voilà, je pense qu'il faut voir les choses de façon un peu plus large avec cette perspective qui est la mienne, disons, qui est à la fois héritière d'une forme d'universalisme chrétien, mais effectivement également souverainiste parce que la dignité humaine ne peut être protégée que dans un cadre ordonné. Donc, si je devais résumer tout ça en une seule phrase, eh bien, ce serait simple, ce serait qu'il faut redonner effectivement du sens au métier de policier, mais pour que ce soit possible, il faut d'abord redonner du sens à la vie en société, et ceux qui prétendent le faire, notamment dans les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui dans certaines villes, ne le font pas toujours. Voilà, je vous remercie beaucoup.